Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 17 mars 2021. Au programme, la place des jeunes femmes noires et celles issues de la diversité culturelle dans le milieu d'affaires, la diversité dans le milieu de la culture, le racisme anti-chinois et la pandémie et la réalité des familles monoparentales et recomposées au Québec. Restez à l'écoute, on vous revient après la pause. Selon la Fondation de l'entrepreneurship, 41% des propriétaires d'entreprises québécoises sont des femmes. Mais combien sont-ils issus de la diversité culturelle? Quel est le défi des femmes noires en affaires? Quel est l'impact de la pandémie sur leur entreprise? C'est ce qu'on va voir avec notre invitée, Madame Déborah Cherenfant, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Madame Cherenfant, bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça va vous? Oui, super bien. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Peut-être la première question, quelle place occupent les femmes en général dans le milieu d'affaires et aussi les femmes issues de la diversité? Grosse question pour commencer ce matin. Tout d'abord, je pense que c'est important aussi de rappeler que les statistiques, on peut les voir pour Montréal, pour Québec ou pour le Canada. Mais si on regarde, par exemple, pour Montréal, on sait à peu près que les femmes représentent 50% de la population montréalaise. Elles occupent 43% des positions sur les conseils d'administration, par exemple. Mais on a à peu près 6% des personnes racisées qui sont à des postes décisionnels dans les CS. Si on regarde spécifiquement en entrepreneuriat, on n'a pas de statistiques très claires, ça je dois vous le dire. Par contre, on peut présumer que des 8% d'organisations qui sont dirigées par des femmes au Québec, il peut y avoir probablement moins de 3% qui sont détenues par des femmes issues des minorités. Et là encore, dans ce moins de 3%, il faut aller chercher celles qui sont des femmes noires, des femmes asiatiques, etc. Donc, les chiffres sont très peu précis à ce niveau-là, mais on est vraiment dans une situation où on reconnaît qu'elles ne sont pas à leur plein potentiel et leur représentation n'est pas du tout en fonction de la composition de la société. Peut-être c'est ce qu'on va voir tantôt, c'est quoi les obstacles. En ce qui concerne les femmes noires, jusqu'à quel point les mouvements sociaux, notamment Black Lives Matter, a soutenu l'avancement des femmes noires en affaires? Je pense que ça a donné, comme dans plusieurs secteurs, beaucoup de visibilité à la situation des personnes noires en général, des personnes racisées. Et on ne peut pas passer sous silence, effectivement, toutes les conversations, les actions, les manifestations qui ont eu lieu, en fait, depuis mai 2020. Spécifiquement pour la place des femmes en affaires, je pense qu'on a pu voir aussi des grandes entreprises, des mouvements sociaux, j'ai envie de dire, qui ont soutenu un peu l'appellation, le black owned, donc détenu par des Noirs, qui encourageait l'achat auprès des entreprises détenues par des personnes noires particulièrement. Et dans ce contexte-là, on a pu voir des entreprises détenues par des femmes noires être mises de l'avant, avoir un peu plus de visibilité dans les derniers mois. Donc, ce qui nous a fait changer un peu notre perspective et s'attarder un peu aux obstacles, comme vous le mentionnez un petit peu plus, qui faisaient en sorte qu'on en voyait moins, pourquoi elles partaient moins souvent des entreprises, mais définitivement avec la recrudescence, j'ai envie de dire, des revendications de Black Lives Matter après mai 2020, on a vraiment vu des actions concrètes pour soutenir l'entrepreneuriat au sein des communautés noires, particulièrement des entreprises détenues par des femmes. Dans ce sens, le soutien financier au niveau de paliers du gouvernement, surtout au niveau fédéral, comment il contribue aussi à encourager les jeunes femmes issues de la communauté noire? Mais ça encourage définitivement. Je pense que ça donne les moyens et je dis qu'on a moins vu au cours des dernières années pour partir en affaires.
Et je crois qu'avec l'annonce du fédéral, si vous faites référence précisément aux 221 millions qui ont été annoncés en mai dernier également, c'est que ça met les moyens aux ambitions que ces personnes pourraient avoir. Parce que là, on se dit, oui, on peut considérer les barrières systémiques qu'ils peuvent avoir, on peut considérer les barrières personnelles qu'on peut avoir, mais là, on a peut-être des moyens de nos ambitions parce que le gouvernement fédéral, tout du moins avec cette mesure-là, nous met vraiment des ressources concrètes pour qu'on démarre notre entreprise. Donc, je pense que c'est très positif en ce sens-là. Et on sait aussi que dans ces communautés-là, particulièrement les communautés noires, c'est là où le bas blesse. C'est le financement des entreprises détenues par des personnes racisées, particulièrement des personnes noires. Et des mesures concrètes comme ça viennent, sinon résoudre toute la question, mais apporter des solutions quand même concrètes pour amoindrir le cas. Mais il reste une question, comment, surtout pour les jeunes qui viennent de se lancer en affaires, les jeunes de la communauté noire, comment, les jeunes femmes surtout, comment conjuguer entre la réussite et de ne pas avoir le fardeau de produire, de réussir en fait? Je pense que c'est une question à plusieurs volets. C'est vrai que c'est un fardeau de la société, c'est un fardeau familial, c'est un fardeau social aussi et, comme vous le dites, c'est un fardeau économique. Je pense que la façon d'y arriver petit à petit, et puis les changements culturels les changements de culture prennent toujours du temps, c'est d'aller avec des mesures intangibles comme l'inspiration. Donc, nous assurer d'avoir des modèles au sein de différentes communautés pour inspirer ces jeunes-là à faire comme, à savoir que c'est possible, à savoir que c'est atteignable. Par ailleurs, au-delà de l'inspiration, comme on disait tantôt, avec des mesures concrètes de financement, comme on a pu voir au cours des derniers mois, des dernières années, tout du moins, même au niveau du gouvernement provincial, ça donne justement des moyens à ces jeunes-là de se dire que c'est encore plus possible, si j'ai un rêve, si j'ai une ambition, de la réaliser. Et par la suite, on peut voir, si on fait une corrélation avec la situation que nous vivons tous et toutes actuellement, c'est qu'on se dit, en pandémie, qu'il y a des personnes qui ont perdu leur emploi et qui pensent peut-être à ne pas revenir sur le marché du travail, mais vouloir créer une solution à des problèmes qu'ils auront vus ou vécus au cours des derniers mois et qui se disent, bon là, on a peut-être les moyens de contribuer à cette relance inclusive, durable dont on entend parler. Donc ça donne de l'inspiration à nos jeunes véritablement d'aller de l'avant et de se libérer éventuellement des fardeaux que vous mentionnez dans votre question. La pandémie affecte plusieurs domaines dans le milieu d'affaires. Par contre, certains entrepreneurs ont su vite s'adapter à cette nouvelle réalité. Quel est l'impact sur les entreprises dirigées par des femmes? Alors, c'est très intéressant ce qu'on a pu voir et les statistiques, je vous dirais, commencent à sortir de plus en plus. C'est qu'on a vu que celles détenues par des femmes, et ça on l'a dit et redit, ont été beaucoup plus affectées par leur taille, par le secteur d'activité dans lequel elles se trouvent, donc des secteurs qui ont été très affectés, commerce de détail, tourisme, et juste une dernière statistique à ce niveau-là aussi, il y a près de 90% des entreprises au Québec détenues par des femmes qui ont 5 employés et moins. Donc, quand on a des petites équipes, c'est sûr que dans certains contextes, ça permet de mieux traverser des moments difficiles, mais dans des moments de crise comme ça a un impact plus grand et ce sont les entreprises qui ont eu des coups les plus durs. Par contre, dans le contexte de la pandémie, on a vu que ce sont les entreprises détenues par les femmes, à 40% à peu près comparativement à moins de 25% pour les hommes, qui ont changé leur modèle d'affaires, donc qui ont eu à adapter, à ajuster, à avoir un petit peu plus de flexibilité, d'agilité à ce niveau-là pour faire en sorte de soit changer leur façon de faire de la livraison ou de contacter leurs clients. Donc, on a vu que les femmes ont été beaucoup plus ouvertes à adapter leur situation, à adapter leur modèle d'affaires pour traverser cette crise-là et s'assurer que leur entreprise survive. Puis, je pense qu'on peut le comprendre pour plusieurs raisons, mais particulièrement parce que l'entrepreneuriat féminin étant, entre guillemets,
guillemets, assez fragile en termes de statistiques, parce qu'on essaie avec différentes mesures, moi-même particulièrement au sein du groupe BancTD, avec le segment Femmes entrepreneurs qu'on a lancé depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, justement de faire en sorte que les femmes soient conscientes de leur pouvoir, des moyens qui sont mis sur leur chemin pour lancer leur entreprise. Donc, c'est important que quand elles le font, de les soutenir et d'améliorer vraiment la croissance de ces entreprises-là. Donc, je pense qu'avec la crise, on a pu voir qu'elles veulent rester entrepreneurs, qu'elles sont conscientes de l'impact négatif que ça a eu sur leur santé mentale, mais elles sont là pour rester, puis elles veulent rester entrepreneurs parce que ça a été un long chemin en entrepreneuriat pour plusieurs d'entre elles. Parlons de la relance. Comment les femmes en entrepreneuriat, surtout des femmes noires et celles issues de la diversité, peuvent contribuer à la relance économique? Je pense qu'on peut dire qu'elles contribuent déjà. Je pense qu'on peut tous et toutes être d'accord là-dessus. Que ce soit, on a pu voir aussi, que ce soit en termes de statistiques, mais surtout les visages qui ont été mis de l'avant dans les services essentiels, dans les anges gardiens qu'on a répété souvent. Donc, les femmes racisées ont été plus que présentes pour non seulement faire partie de la transition des solutions à cette pandémie, mais particulièrement dans un contexte de relance économique. Je pense qu'il faut le regarder. Je parlais de survie tout à l'heure et c'est ce qui me saute aux yeux personnellement, c'est qu'on voit que les femmes ont été plus affectées, comme on l'a dit tout à l'heure, et les personnes racisées ont été le plus impactées aussi dans le contexte de cette crise. Donc, on a une population qui est vraiment au croisement de ces deux inégalités-là et qui sont vraiment en mode survie, en mode espoir, en mode inspiration pour aller de l'avant. Et c'est vraiment avec cet état d'esprit qu'il faut regarder la chose et surtout les impliquer, les inclure dans toutes les discussions et réflexions par rapport à la relance économique, que ce soit dans la saveur qu'on va donner à nos entreprises, que ce soit dans le visage qu'on va avoir dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ces femmes, ces personnes peuvent et vont définitivement changer la donne et moi j'en suis convaincue et c'est vraiment le moment de profiter un peu de cette vision qu'elle pourrait nous amener pour changer un peu nos façons de faire au cours des dernières années, peut-être même des façons de faire qui ont fait en sorte que la pandémie a eu de plus grands impacts dans le milieu des affaires. Donc, c'est le moment vraiment de considérer ces personnes à leur plein potentiel et de les inclure dans cette relance économique. Très brièvement, s'il vous plaît, quel rôle jouent les leaders comme vous pour encourager des femmes de la communauté noire et celles issues de la diversité pour se lancer en affaires? Tout à fait. Je vous le disais, effectivement, je suis directrice pour le Québec du segment Femmes entrepreneurs au sein du groupe BancTD et avec un rôle comme celui-là, ainsi que d'autres collègues au sein de la banque, c'est de mettre les moyens pour soutenir ces femmes qui ont des rêves, qui ont des idées, faire en sorte qu'on puisse faciliter le succès dans leurs entreprises. Concrètement, ça peut être de leur ouvrir l'accès à des programmes, que ce soit de mentorat, de coaching, de formation et du point de vue de la banque, c'est de participer justement à des réseaux formels, faire en sorte que ces femmes-là puissent également bénéficier des ressources qui sont moins visibles dans leur communauté ou dans leur réseau. Et nous, notre rôle est fondamental là-dedans, c'est de faciliter cet accès pour faire en sorte de faire croître leur entreprise. Déborah Cherenfant, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, merci, au plaisir. Merci. Bonne journée. Bye bye. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Toujours dans le contexte de diversité, cette fois dans le milieu culturel, mon invité est auteur, poète et essayiste, lauréat de plusieurs prix de poésie en France, dont le prix Verlaine, membre de l'Union des écrivaines et écrivains du Québec et directeur de l'association culturelle Passerelle. Il s'agit de M. Kamal Benkiran. Monsieur Benkiran, bon matin. Bon matin, M. Baron. Alors, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. On a un peu de soleil et puis ça peut toujours aller, là. Exactement, super. Alors, le Québec, comme ailleurs dans le monde, vit depuis les dernières années des mouvements sociaux en lien avec l'inclusion, l'égalité et la justice sociale. Quelle place occupe la diversité dans le milieu culturel? Alors,
je pense qu'il faut être objectif dans un premier temps et dire que le chemin est encore long pour parler des acquis en ce qui a trait à une vraie place de la diversité dans le milieu culturel. Je ne pense pas que nous voyons beaucoup de diversité dans les écrans ou au sein des milieux littéraires ou dans les sphères des institutions culturelles. Et cela dit, je ne pense pas qu'on puisse renier aussi le rôle des institutions culturelles puisque la volonté est là pour inclure la diversité culturelle. C'est juste que cette inclusion doit être accompagnée par de réelles volontés politiques. Alors, il faut continuer de parler de diversité dans le contexte de se considérer comme société plurielle et non le contraire, car il semble qu'il y a quelque part un déni pour ce qui est du fait de reconnaître l'existence de cette diversité. Donc, dans le fond, je pense qu'il faut continuer à donner une voix à cette diversité, plus ou moins sous-représentée, et non pas continuer de parler pour elle. Car là encore, c'est un problème, et il faut laisser cette diversité s'exprimer au lieu de parler pour elle en général. Mais est-ce que les acteurs et ceux du milieu culturel aussi, ils verbalisent assez le besoin d'avoir leur place dans le milieu culturel ? Je pense que c'est déjà verbalisé parce qu'il y avait eu beaucoup d'actions. Il y avait eu l'action, je me rappelle en 2016-2017 de Diversité Artistique Montréal qui ont formulé des recommandations pour ce qui est de la place de cette diversité. Il y avait eu des recommandations. Il y avait un grand débat de société. Donc il y avait aussi Sophie Préjean à ce niveau qui s'est exprimée, qui a épaulé l'initiative et des recommandations qui ont été discutées, débattues en général. Et donc, il y a plus ou moins je vais dire ce combat, cette lutte de pouvoir être présent, être visible, parce que le défi et l'enjeu, c'est la visibilité. Donc, il ne faut pas oublier ces recommandations de l'organisme Diversité Artistique Montréal qui est pris en considération et le chemin donc continue à ce niveau. Effectivement, vous avez parlé de Diversité Artistique Montréal. En 2018, l'organisation a dévoilé un rapport sur le racisme systémique dans les arts, la culture et les médias. Comment contrer ces obstacles systémiques ? Pour contrer justement ces obstacles, je pense qu'il faut continuer d'abord de doter les institutions culturelles d'une politique d'inclusion de la diversité culturelle. Il faut continuer d'abord dans ce chemin-là. Puis les subventionnaires publics doivent continuer à les encourager, les aider à se doter de telles politiques. Dans le fond, il est souhaitable que les subventionneurs inscrivent l'ouverture ou continuent d'inscrire l'ouverture à la diversité culturelle comme un critère important d'évaluation, une condition dans l'attribution des aides financières et des bourses à ces organismes et à ces associations. Dans le fond, il est souhaitable aussi que le Conseil des arts de Montréal et du Québec continue d'accorder une attention particulière aux organismes artistiques et professionnels des communautés culturelles ayant des pratiques stables, des pratiques exemplaires stables qui ont fait de ce fait leur preuve. Par exemple, pouvoir dire aussi que si on a accordé des balises pour les demandeurs de subventions en ce qui a trait à la littérature autochtone et amérindienne, par exemple, et océan autochtone, cela devrait se faire aussi donc envers la diversité culturelle de manière générale. Cela devrait être sur le terrain, cela devrait se concrétiser dans le fond. Donc, je pense aussi qu'il est souhaitable de valider une action concertée entre le gouvernement, les gens d'affaires, les gens qui sont dans les affaires et les membres des communautés culturelles pour créer un fonds de partenariat privé et public dédié aux artistes issus des communautés. Parce que ce fonds aidera justement ces artistes à contrer les obstacles systémiques et à être présents. Et cet échange, justement, entre les paliers gouvernementaux, les gens d'affaires et les membres de communautés culturelles sera très bénéfique en guise de reconnaissance pour le potentiel de ces artistes. Je pense aussi qu'il est souhaitable d'œuvrer pour la mise sur pied d'un programme de formation en diversité culturelle aux diffuseurs privés et municipaux. Parce que il faut convenir que le problème demeure aussi au niveau des diffuseurs, qu'on le veuille ou pas. Et je pense, dans le fond, que ces mesures contribueront à encourager la reconnaissance équitable de toutes les contributions artistiques et culturelles, parce que aussi dans le fond, donc la reconnaissance équitable, on est en guise en termes d'équité, et donc assurer que cette équité soit là, et donc ça serait un acquis très important dans le fond.
En attendant que cette culture d'inclusion s'installe, faut-il exiger des quotas afin d'accroître la représentation des artistes issus de la diversité culturelle? C'est une question très intéressante pour les quotas qui est toujours en vogue, en vue. Au début, on parlait souvent de rester dans l'humain pour convaincre tous les bailleurs de fonds d'inclure la diversité. Mais ça n'a rien donné. On allait dans l'humain, on essayait de convaincre, mais c'est comme si ces appels restaient donc sans écho. Maintenant, il faut être plus proactif. Il faudrait permettre à un décideur ou le boss d'une institution qui, au lieu de dire « je vais inclure la diversité l'année prochaine dans mon institution », il faut le pousser à dire « l'année prochaine, je vais permettre à mon institution que le 1/4 de mon personnel soit issu de la diversité, ou bien que le 2/3 de mon personnel soit issu ou composé de diversité. » Donc pour moi, je pense que la question du quota est très importante et je suis d'accord moi là-dessus. Parce que la question n'est pas sur la diversité, mais comment inclure un artiste de la diversité et puis pouvoir cibler et chiffrer, pourquoi pas, parce que ça serait un début. Nous vivons dans une société plurielle et il est du devoir des employeurs d'avoir une responsabilité morale et de se dire que nous sommes pluriels, que nous devons inclure tout le monde. Donc les quotas, justement, permettront d'accroître la représentation des artistes issus des communautés culturelles et permettront aussi de contrer la reproduction sociale des stéréotypes, des préjugés. Ça va permettre de contrer ça plus ou moins et donc encore une fois ça va mettre les responsables devant leurs responsabilités et afin aussi que la racisation, moi j'aime pas ce genre de mot mais quand même je l'utilise, afin que la racisation ne demeure pas au cœur de leur carrière. Un financement accru aux artistes racisés, aux organismes qui les produisent et les diffusent serait aussi un acquis et un avantage. Et puis donc un financement, ça va permettre de les encourager beaucoup plus. Et c'est aussi demandé, ainsi que davantage de médiation auprès de ces artistes pour leur permettre d'aller de l'avant et d'être inclus dans le tissu culturel québécois en général. Vous êtes né au Maroc, vécu en France avant de s'installer au Québec. Comment un intellectuel comme vous peut contribuer à la lutte à la polarisation sociale et à la promotion de la diversité et le vivre ensemble? Alors je pense qu'avec l'organisme que je dirige, l'association culturelle Passerelle ou Passerelle, on a traversé bien des étapes avec l'organisation de plusieurs événements culturels et littéraires en ayant invité quasiment plus d'une centaine d'artistes et d'auteurs et en ayant organisé des débats, facilité la médiation pour certains artistes de la relève, fourni du matériel en guise de réseautage, etc. Je pense que nous avons besoin de créer plus de structures, plus d'organismes, plus d'institutions et œuvrer justement pour leur visibilité et pour pour leur permettre d'exprimer aussi leur sensibilité artistique et littéraire. Il me semble aussi que la question du vivre ensemble doit rester au cœur des préoccupations de chaque artiste-auteur. Le vivre ensemble peut se concrétiser par des événements, des débats, ainsi que par la conception de médiums, d'opus, d'anthologie, en termes de regrouper des intellectuels qui s'exprimeront sur le vivre ensemble. Et dans ce contexte, nous préparons justement une anthologie Maroc-Québec qui va paraître en 2021. Nous sommes 2 coordonnateurs là-dessus et je pense que ça pourrait être parmi les choses qui pourraient rapprocher les gens, les cultures, pour contrer plusieurs choses, plusieurs crispations. Donc nous sommes tous concernés par un jeu, par un geste, par des actions à poser. Je le fais personnellement à travers Passerelle et aussi à travers l'émission que j'anime à Relève qui donne la voix à tout le monde, y compris les sans-voix. Donc je pense que chacun doit trouver ce qui le passionne et aller justement de l'avant avec cela. Votre roman J'ai tué l'hiver ainsi que votre dernier recueil de nouvelles Les souliers mauves et autres nouvelles s'inscrivent dans le contexte de la promotion de l'interculturalité et à travers les arts et la littérature.
Quelle signification retenez-vous que les deux ouvrages sont présentement programmés pour les cours de maîtrise en littérature comparée et francophone et sont aussi enseignés dans les universités canadiennes, américaines et marocaines? Alors, pour moi, c'est un aboutissement que de pouvoir projeter mes livres à l'étude dans des universités canadiennes, américaines et marocaines. J'ai eu plusieurs rencontres avec des institutions, mais aussi avec des professeurs. Il s'agit d'abord de transmettre cette sensibilité francophone d'un Marocain au Québec. Et donc d'un Québécois marocain en Amérique du Nord. Bon, on entend souvent parler de francophonie dans un élan parfois instantané, plus ou moins penché vers les Antilles, vers les Caraïbes, vers Haïti. Moi, j'admire personnellement cette littérature, je lis beaucoup. J'ai beaucoup de relations avec des écrivains ici, mais on semble oublier qu'il y a un Maghreb francophone en Amérique du Nord, une Asie francophone et même un Ontario francophone. Et cette fois-ci, je pense qu'il est plus que temps d'étudier, de valoriser cette sensibilité maghrébine et spécifiquement marocaine au Canada. Le fait interculturel des Marocains du Canada, à mon sens, est rarement étudié dans les universités canadiennes, je trouve. Sinon, que connaît-on de ces littératures marocaines? Qu'est-ce qu'on connaît du sens de la médiation chez ces auteurs qui œuvrent inlassablement à tisser des ponts? Donc, il est temps finalement d'en dégager l'intérêt et la teneur et puis de continuer dans cette voie parce qu'il y a plusieurs sensibilités. Cette fois, on est dans la sensibilité maghrébine, mais spécifiquement marocaine à travers deux ouvrages que j'ai abordés, que j'ai interpellés par le biais de l'interculturel à travers les arts et les lettres en général. Kamal Benkiran, auteur, poète et essayiste, merci, au plaisir. Je vous en prie, merci beaucoup. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Depuis le début de la pandémie, les communautés asiatiques, notamment la chinoise, subissent plusieurs actes racistes et crimes haineux. Pour en parler, je reçois Cécilie, directrice générale du service à la famille chinoise du Grand Montréal et du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud. Madame Lee, bonjour. Bonjour. Peut-être avant de parler des actes racistes et haineux, pouvez-vous nous donner un aperçu sur la communauté chinoise au Québec? Oui, la communauté chinoise à Québec, nous sommes plus de 100 000 de population selon la dernière statistique de 2016. Donc, la population de la communauté chinoise, nous sommes majorité de la première génération, 86% de la membre de la communauté, ce sont des immigrants des dernières 20 années. Donc pour l'intégration, ça serait un grand défi pour notre communauté. Et aussi que vous savez, la communauté chinoise, c'est nous qui établit le chemin de fer 105 ans avant. Donc après, il y en a des lois de discrimination pour empêcher les Chinois d'entrer au Canada. Donc, la Canada qui ouvrait la porte pour la communauté chinoise depuis derniers 20 ans. Donc, on a dit que notre communauté est une communauté vieille et jeune. Mm-hmm. Donc, dans ce sens-là, c'est une communauté très fragile, vulnérable au niveau de intégration, au niveau de la exclusion. Puis aussi que selon la dernière statistique, c'est la destination qui est préférée par la membre de la communauté chinoise. Ce sont des comme la ville de Brazzaville, l'île de l'Ouest, la Salle, aux villes Saint-Laurent. Même si les immigrants chinois se sont sélectionnés par Québec ou par Canada comme travailleurs qualifiés professionnels,
Mais quand ils sont arrivés ici, il est toujours voir la barrière pour l'intégration dans le marché du travail, barrière pour avoir accès aux services sociaux et santé, avoir la service de justice. Donc, oui, c'est ça. Puis, selon la dernière statistique aussi que la revenu moyenne de la membre de communauté chinoise est plus bas que la moyenne de la société. Même au niveau de scolarisé, on est beaucoup plus élevé. Et pour les immigrants, quand ils sont venus ici, c'est souvent, ils ont déjà un baccalauréat ou maîtrise en Chine. Puis aussi que il y a déjà comme une certaine année de pratique de profession comme professeur, docteur, ingénieur en Chine. Mais quand ils sont venus ici, ils n'ont pas de choix de commencer au bas d'échelle, comme devenir le propriétaire d'un dépanneur qui travaillait comme 12 heures par jour et 7 jours par semaine pour gagner sa vie, ou comme agent immobilier. Donc, ils n'ont pas de... c'est pas comme le 9 à 5, donc ils devraient travailler le soir ou la fin de semaine. Donc, on est une communauté et on n'a pas beaucoup de réseaux parce qu'on est toute la première génération, on n'a pas de membres de famille ou quelqu'un qu'on connaît qui travaille dans la Édu-Québec qui nous fait un réseau. Donc, on ne peut pas, ce que je vais dire, on ne peut pas comparer avec les autres communautés. Et comme la communauté juive ou italienne, ils sont ici très bien établis depuis plusieurs générations. Puis aussi une autre remarque est la communauté chinoise, on est en plein d'expansion depuis les derniers 20 ans. Donc, on est toujours comme le groupe le plus nombreux chaque année qui immigrent ici. On a dépassé souvent la France ou l'Algérie chaque année. Chaque année, il y en a 5500 nouveaux arrivants chinoises arrivent au Québec. Maintenant, nous sommes le 5e plus grande communauté ethnique au Québec. Okay. Donc voilà, ça c'est le profil de la communauté chinoise. Oui. Le nombre d'actes racistes et de crimes haineux envers les Québécois d'origine asiatique rapportés au service de police de la ville de Montréal a quintuplé depuis le début de la pandémie. Quelles sont selon vous les raisons de ces actes? Il y en a plusieurs raisons, comme nous sommes une communauté et très vulnérable, comme majorité, ce sont des nouveaux arrivants. On n'a pas les membres de communauté, on n'a pas de notion de racisme ou de discrimination quand on est en Chine, parce qu'en Chine, les Chinois, on est la forte majorité. Donc, quand les gens avec des situations comme ça, ils ne savent pas comment réagir. La deuxième chose, comme je vous mentionnais, selon l'histoire, la communauté chinoise a été déjà discriminée plusieurs fois. Quand il y en a quelque chose de crise qui arrive, il faut toujours se plaindre, c'est la faute de la communauté chinoise. Une autre histoire, c'est dans une époque, il y en a une autre maladie qui commençait à Montréal. Donc, les gens se plaignent, les Chinois, il y en a certains, comme même les institutions publiques, ils ne voulaient pas accepter les Chinois pour aller consulter. C'est pour ça que les communautés chinoises n'ont pas de choix de se regrouper pour établir l'hôpital chinois qu'on a vu maintenant. Puis aussi, comme je vous mentionnais, parce que les Chinois, nous sommes
immigrants de première génération, on est toujours dans une situation vulnérable et faible. On n'est pas opposé de position de dominant ou même la société, il ne peut pas attendre le roi de la communauté chinoise. On ne voit pas les Chinois comme on n'est pas existe. Donc, une autre chose, c'est la mentalité de la culture de la communauté chinoise. On est toujours comme essayer de ne pas se plaindre pour tolérer tout ce qu'on va avoir. Et même, on n'a pas une sens, comment on dit, on n'a pas une sens d'appartenance. Ici, on dit, on est toujours, nous disons, on est la étrangère, on ne peut pas avoir le même droit comme les autres qui ont. Donc, je pense que ça, c'est la phénomène. Donc, c'est pour ça. Et aussi que, évidemment, parce que la virus est commencé en Chine. Donc, les Chinois ici, on est devenu la victime pour se plaindre de c'est nous qui avons amené la virus. Voilà. Cécilie, directrice générale des services des familles chinoises de Grand Montréal et du Centre Sénéo-Québec de la Rive-Sud. Merci, au plaisir. OK, merci. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission, si la pandémie a des effets néfastes sur les familles québécoises, certaines catégories comme les familles monoparentales et recomposées, possiblement en souffrent plus, notamment en lien avec la conciliation famille-travail ou financier aussi. Pour en parler de la réalité des familles monoparentales et recomposées, je reçois Madame Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec. Madame Lévesque, bon matin. Bonjour. Peut-être avant de parler de cette réalité des familles monoparentales et recomposées, pouvez-vous nous présenter la mission et les objectifs de votre regroupement? Oui, la fédération existe depuis 1974. À l'origine, la fédération regroupait des familles monoparentales, mais depuis 1995, évidemment, vous savez, comme vous avez dit dans votre introduction, il y a de plus en plus de sortes de familles. Donc, depuis 1995, la fédération intègre des familles recomposées. On regroupe aussi plusieurs associations à travers le Québec là, qui offrent des services et accompagnent les familles justement sur le terrain au moment où elles vivent des séparations ou des recompositions. Et la Fédération a été très active dans plusieurs dossiers de défense de droits parce que notre principale mission, c'est justement l'amélioration et les conditions de vie des familles monoparentales et recomposées, mais aussi de soutenir nos groupes. Donc, la perception automatique des pensions alimentaires que tout le monde connaît là, depuis plusieurs années, qui a beaucoup aidé les familles, la médiation familiale, la défiscalisation, le soutien aux enfants aussi, donc la lutte à la pauvreté, tout ça. Donc, c'est des dossiers sur lesquels la Fédération a été très active là, depuis plusieurs années. Quel est le profil socio-économique et le pourcentage des familles monoparentales au Québec par rapport à l'ensemble des familles? Les familles monoparentales, c'est à peu près 30% des familles. Donc, il y a quand même une augmentation depuis les dernières années, là, une augmentation importante des familles monoparentales. Donc, et les familles recomposées au Québec, il y en a plus que à travers le Canada. Donc, près de 16% des familles sont des familles recomposées. C'est sûr que c'est difficile de faire des statistiques claires là-dessus parce que c'est toujours un peu difficile au niveau des statistiques d'avoir le nombre, mais c'est un peu ce qu'on a. Et le profil des familles monoparentales, c'est sûr que la situation a changé depuis 30 ans. Là. Il y a beaucoup plus de familles monoparentales qui sont au travail, qui sont aux études. Les réalités ont changé. Elles ont été, il y en a encore un bon pourcentage qui sont évidemment à l'aide sociale, mais aussi beaucoup en précarité, donc précarité d'emploi et tout ça. Donc, c'est sûr que leur situation est encore très fragile, mais il y a quand même l'amélioration, notamment, comme je disais tantôt, au niveau du soutien aux enfants qui a été beaucoup amélioré
améliorer la situation des familles monoparentales, mais plusieurs d'entre elles, évidemment, vivent encore des difficultés, la discrimination au niveau du logement, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pénuries actuellement. Donc, c'est encore des réalités au niveau du travail aussi, parce qu'évidemment, quand on est seul avec ses enfants, ben c'est pas évident de trouver non plus des logements. Là, on sait que c'est difficile actuellement. Donc, et au niveau de l'emploi surtout aussi, d'essayer de concilier, comme vous disiez d'entrée de jeu, la famille et le travail et les études, ce qui n'est pas évident quand on est monoparental. On sait que la pandémie a des effets néfastes sur la situation des familles québécoises, mais quelle est la spécificité de l'impact de la pandémie sur les familles monoparentales et recomposées? Ben, c'est sûr, effectivement, toute la situation qu'on vit depuis mars a été, évidemment, pour les familles, un défi vraiment colossal. La télétravail, les gens sont obligés, évidemment, de rester à la maison, en tout cas, de composer avec tout ça. Ce qui fait que, comme je disais tantôt, quand on est tout seul avec ses enfants, puis qu'on a souvent les familles monoparentales se retrouvent dans des emplois, comme je disais tantôt, plus précaires, ou soit dans les commerces au détail, par exemple, ou dans la restauration et tout ça, et aussi dans tout ce qu'on appelle le care, là, les soins de santé. Oui. Donc, évidemment, de trouver, puis en plus, on ne pouvait pas non plus demander à nos grands-parents ou nos parents pour s'occuper de nos enfants. Donc, les garderies, bien évidemment, pendant une bonne période, ont été fermées. Donc, toutes ces situations-là, évidemment, sont été encore amplifiées davantage quand on est effectivement dans des situations de monoparentalité ou de recomposition, ce qui fait que la situation a été beaucoup plus difficile pour elle, et aussi avec les consignes là, de pas d'échange en tout cas, ils pouvaient échanger les enfants, mais dans les cas de cartes partagées, mais évidemment, composer avec tout ça, ça accentue davantage, les défis sont encore plus grands et les réalités sont encore beaucoup plus difficiles là, quand on doit concilier tout ça ensemble. Vous avez parlé de télétravail. Est-ce qu'il a favorisé la conciliation famille-travail pour les familles monoparentales ou c'était comme je disais tantôt, le télétravail, c'est pendant une période, je pense que les gens qui étaient au travail avant, on choisissait un peu, tu sais, des fois, on pouvait faire du télétravail par choix, mais là, les gens se sont retrouvés un peu par obligation. C'est sûr que pour certains, ils disaient, j'ai pas à sortir, j'ai pas à courir, etc., sauf que ça fait, comme je vous disais tantôt, souvent, évidemment, les femmes en particulier se retrouvent encore avec des doubles et des triples tâches, donc souvent avec les enfants, quand tu as des enfants bas âge dans la maison, puis la journée avec le Zoom ou avec les réunions, etc., donc c'est évidemment pas évident. Souvent, elles se retrouvent le soir à ressortir puis à faire leur travail. Donc, ce qui fait que ça exacerbe encore plus les difficultés là, de concilier tout ça. Là. Oui. Évidemment, si en plus tu as un emploi qui t'es obligé de te rendre parce que c'est un emploi où tu offres des services, par exemple, de répit ou des services dans les hôpitaux ou dans les commerces, elles n'ont pas pu avoir de répit à ce niveau-là. Donc, ça dépend toujours de l'emploi que tu as, mais on sait que beaucoup de familles monoparentales se retrouvent dans des emplois où elles sont obligées de se rendre au travail. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais pour justement réussir tu peux pas faire vraiment du télétravail non plus, là. Puis aussi, il y a aussi l'employeur, est-ce qu'il est ouvert est-ce qu'il y a de flexibilité? Donc, nous, on a fait des sondages là-dessus, puis on s'est rendu compte effectivement que c'était pas évident pour plusieurs d'avoir des mesures de flexibilité auprès de leurs employeurs aussi là-dessus, là. La loi sur le divorce a connu d'importants changements. Il s'agit de premiers grands changements apportés aux lois fédérales en matière familiale depuis plus que 20 ans. Comment ces changements vont lutter contre la violence et la protection des enfants? Bien, ça, c'est quand même très intéressant, effectivement, depuis le 1er mars 21. La loi devait être adoptée beaucoup plus tôt. C'est très novateur de la part du fédéral. On sait que la loi du divorce, c'est de compétence fédérale. Donc, il y a des choses très intéressantes, effectivement, dans cette loi-là. Bon, quand vous parliez justement de violence familiale, violence conjugale, justement, on met l'intérêt de l'enfant au cœur de toute cette loi-là. Et on fait une définition assez importante et assez balisée aussi en même temps qui va permettre justement aux juges d'avoir de meilleures balises à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'au niveau du Québec, on sait que en tout cas, les gens en majorité ne se marient pas. Donc, ça fait en sorte que les impacts vont peut-être être beaucoup moins grands au Québec parce que quand tu te maries pas, bien évidemment, tu n'as pas accès à la loi du divorce. Donc, ce qui fait que est-ce que ça va avoir un impact ici? Ce qu'on souhaite, c'est que les juges aussi, même s'il y a des jugements qui se font au Québec, s'inspirent justement de ce qui va se passer dans le reste du Canada. Mais il y a des choses
très intéressantes qui sont dans cette loi-là et qui, à notre point de vue, devraient effectivement inspirer aussi le Québec à ce niveau-là. Selon le Code civil, les conjoints de fait n'ont pas les mêmes droits ni les mêmes responsabilités que les couples mariés ou unis civilement. Je me demande, faut-il un cadre juridique pour les conjoints de fait, sachant, comme vous le dites, au Québec, les gens ils se marient pas, alors c'est plutôt un choix de société. Ouais, ben c'est ça. C'est que nous autres, ça fait longtemps qu'on est évidemment, vous souvenez certainement de la cause célèbre médiatisée de Lola contre Éric, qui fait déjà un bon bout de temps, qui en principe, nous, on avait aussi intervenu dans ce dossier-là, pas nécessairement parce que bon, c'est sûr que ça touchait beaucoup d'argent, mais en même temps, c'était plus une question de principe. Et nous, on a défendu le fait que quand il y a des séparations, justement, que souvent c'est les mères et les enfants qui s'appauvrissent dans cette situation-là. Et au Québec, plus de 60% des enfants sont nés hors mariage et qu'il y a près de 40% des couples qui ne sont pas mariés. D'ailleurs, on est les champions sur l'union libre sur la planète. Et dans le reste du Canada, on encadre les conjoints de fait. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est il est temps qu'on fasse une réforme du droit de la famille. Là, ça fait plus de 30 ans qu'on ne l'a pas fait. Il y a toutes sortes de familles, il y a une diversité. Et à ce niveau-là, on pense qu'on devrait effectivement... pourquoi, quand on se marie, on a un encadrement et quand on est conjoint de fait, on n'a pas. Donc, c'est sûr que c'est un débat de société, oui, mais en même temps, quand on fait des enfants, notre point de vue, il y a des choix individuels, mais il y a aussi des responsabilités familiales et collectives qu'on doit tenir compte aussi. Les enfants ne devraient pas se retrouver dans des situations qui sont discriminatoires parce que les parents choisissent de ne pas se marier. Donc, nous, on demande au gouvernement, justement, que ça fait longtemps, il y a eu des rapports, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites là-dessus, et la Cour suprême avait dit que le Québec était quand même discriminatoire à ce niveau-là. Donc, nous, on souhaite que M. Jolin Barrette accélère le processus et dépose une réforme du droit de la famille à ce niveau-là pour tenir compte, justement, des réalités familiales d'aujourd'hui. Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération des associations familles monoparentales et recomposées du Québec. Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. C'est la fin de notre émission. Salutations à Ron Eddy à la régie, à Ouda à la recherche. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.